La France considère le Centrafrique comme une propriété presque privée. Oui, il ne faut pas oublier qu'un dirigeant sachant diriger sans son colon est un mauvais dirigeant. Et du coup, il est souvent éliminé. Ce qui a fait que De Gaulle mette en place un système avec son bras droit, Foccart, pour choisir des hommes et des femmes qui devaient continuer le travail de la colonisation, mais avec des hommes au visage noir. David Dacko a pris les rênes de la République centrafricaine au lendemain des indépendances, tandis que son cousin Bokassa, officier dans l'armée française, a rejoint l'armée centrafricaine en 1962. En 1965, c'est-à-dire 7 ans après l'indépendance de la Centrafrique, le président Dacko constate que, compte tenu des rapports de corruption et des techniques néocoloniales entretenues avec la France, l'économie du pays sombrait totalement dans le chaos. Raison pour laquelle David Dacko a juré de diversifier son économie. Il commence par prendre ses distances à l'égard de la France et multiplie en contrepartie ses relations avec la Chine et entre peu à peu sous l'influence du communisme. La France voit cela de mauvais œil. Elle trouve plutôt en Bokassa l'homme qui l'avait déjà servi pendant la Deuxième Guerre mondiale, un allié bien connu et asservi. Or, David Dacko avait choisi Bokassa par cousinage et l'avait intégré dans son palais pour qu'il le protège. Bokassa ne cessait d'affirmer au dos de Dacko ses prétentions à diriger le pays auprès des colons français et était discrètement soutenu par Jacques Foccart. Bokassa déclenche alors un coup d'État lors de la nuit de la Saint-Sylvestre de 1905. La France n'a pas tardé à reconnaître le coup d'État. Pour prouver sa loyauté à la France, Bokassa développe alors une politique totalement francophile qui satisfait à Paris. Il autorise la France à venir exploiter les mines d'uranium de Bakouma. Bokassa tenait beaucoup à son pouvoir. Il surnommait le général de Gaulle père, Georges Pompidou mon frère et Giscard mon cousin. Bokassa était aspiré par le pouvoir jusqu'au point où il partage sa femme avec le président français Valéry Giscard. En 1979, à Kigali, Bokassa déclarait « Giscard m'avait demandé d'envoyer mon épouse Catherine en France. Mon épouse est devenue la maîtresse de Giscard. Giscard, il m'a piqué ma femme, l'impératrice Catherine. Ça ne se fait pas. » C'est comme ça que Giscard ne m'a pas tué. Mais Giscard a bien consulté Catherine et Catherine a pris une grossesse avec Giscard. Bokassa envoyait de temps en temps, de manière confidentielle, des diamants à Giscard, connu sous l'appellation de l'affaire des diamants. À chaque fois que je voyageais, je quittais Bangui pour la France, il avait pris l'habitude de me demander souvent de pierres. Bon, comme il me le demandait souvent, je préparais ces pierres que je lui remettais. Les pierres, c'est les diamants? Les diamants que je lui remettais. Régulièrement, je lui remis des diamants. Le 4 décembre 1976, lors d'un congrès extraordinaire du mouvement de l'évolution sociale de l'Afrique, Bokassa annonce le changement du nom de la République centrafricaine en Empire centrafricain. Il a fallu peu de temps, car seulement après un an, en 1977, Bokassa porte une réplique du costume du Napoléon lors de son sacre. Le couronnement de Sa Majesté Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Il était déjà maréchal, secrétaire général du Parti unique, il était président à vie. Ce 4 décembre 1977, Jean Bedel Bokassa devient Bokassa Ier, ultime péripétie d'une carrière politique fort mouvementée. Le sculpteur Brice crée un trône en forme d'aigle. La liste des invités est gigantesque. Le pape Jean-Paul VI, duquel il compte prendre la couronne des mains, pour poser sur sa tête comme l'a fait Napoléon. Giscard et l'empereur du Japon étaient parmi les invités. Mais par surprise, la plupart des États n'envoient que des ambassadeurs. Le pape n'étant pas présent, Bokassa cherche un remplaçant et met par lui-même la couronne sur sa tête. Bokassa Ier s'est déplacé après le couronnement en carrosse de bronze et d'or, dans toute Bangui. La cérémonie coûte au final plus de 20 millions de dollars, payés en partie par Muammar Kadhafi. C'est le début d'une nouvelle ère. Après le couronnement, Bokassa prend peu à peu ses distances à l'égard de la France
et prend pour ami Kadhafi, le guide de la révolution. Pire, il a maintenant ses yeux sur la bombe atomique, le signe de la puissance. Il multiplie ses relations avec l'extérieur. La suite, vous le savez. Le 20 septembre 1979, alors que Bokassa est en Libye, les forces spéciales françaises quittent Paris et prennent possession de Bangui. Toutes les chaînes d'information étaient inondées de désinformation. La population est venue au soutien de la France et renverse le statut de Bokassa. Et Giscard m'a noyé exprès. Et que quand il a décidé de me noyer, c'est Senghor qui l'a poussé. Senghor a dit il faut le faire. Parce qu'il est empereur et il faut le faire tomber. Dans quelques heures seulement, la France réussit à replacer David Dacko sur le trône. C'est la chute ou le déclin de l'empire centrafricain et la renaissance de la France-Afrique. La France considère le Centrafrique comme une propriété presque privée. Laurent Gbagbo est un opposant historique de Félix Houphouët-Boigny. Il est élu à la tête de la Côte d'Ivoire en 2000 face au président sortant Robert Guèye. Il n'a pas toujours été un bon élève envers la France. C'est pour cela que son mandat était marqué pendant plusieurs années par des crises politico-militaires. Depuis 2002, commence une crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Sous l'effet de la désinformation, la Côte d'Ivoire était coupée en deux. Le sud est contrôlé par le gouvernement ivoirien et le nord aux mains des forces rebelles, sous la direction de Ouattara. La France lance alors l'opération Lincoln, assistée par les casques bleus, pour jouer l'intermédiaire. Gbagbo accuse la France de trop soutenir les rebelles. Toutefois, le 4 novembre 2004, les forces du gouvernement lancent une offensive contre les rebelles pour unifier le pays. L'armée française est dans le camp des rebelles pour s'interposer. Un raid de l'aviation ivoirienne sur une base militaire française tue 9 militaires français et un civil américain. La France pointe du doigt à Laurent Gbagbo. Or, pour ce dernier, l'attaque n'a pas été délibérée. Ces avions militaires ivoiriens qui piquent et lâchent leurs roquettes sur le camp français de Bouaké. En mars 2006, Gbagbo s'attaque à la France dans une déclaration. La relation France-Afrique doit changer. C'est inacceptable qu'un chef d'État, sous le prétexte que son pays est plus puissant qu'un autre pays, qui pose des ultimatums au chef de l'État de l'autre pays. Ce n'est pas possible. En 2010 se tient les élections présidentielles. Le premier tour se tient le 31 octobre. Les résultats provisoires donnent Laurent Gbagbo en tête avec 38% des voix, suivi d'Alassane Ouattara avec 32%. Laurent Gbagbo ne contestera pas les résultats du premier tour car il se trouve dans la configuration la plus favorable pour affronter Ado au second tour. À l'issue des dépouillements du second tour, Alassane Ouattara renverse Gbagbo, mais la Cour constitutionnelle déclare ce dernier vainqueur. Les forces armées se divisent en deux, l'une aux côtés de Gbagbo et l'autre aux côtés de Ouattara, plongeant toute la Côte d'Ivoire dans une crise politico-militaire très intense. En 2023, Gbagbo accuse la CEDEAO d'être trop sous l'influence de la France. Quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. C'est dans les anciennes colonies françaises qu'il y a les problèmes. Idriss Déby Itno est l'ex-président tchadien qui a dirigé le pays de 1990 à 2021. Il a renversé son prédécesseur Hissène Habré en 1990 avec l'appui de la France et il dit oui à la France-Afrique. En tant que président et ancien militaire, il se rend d'habitude sur les fronts pour combattre le terrorisme sur son territoire.
Le 29 janvier 2015, Idriss Déby est la seule personne à dire non aux bases militaires de l'ONU et de la France. Je pense que ne demandez pas chaque fois à l'ONU d'intervenir en Afrique pour résoudre un problème. Pas demander à chaque fois à la France ou à un autre pays européen pour venir de résoudre un problème en Afrique. L'Afrique a des capacités, l'Afrique a des moyens, l'Afrique a des hommes. Il suffit simplement d'avoir la volonté. D'aucuns pensent que c'est sa volonté de démasquer la France dans cette interview qui serait à l'origine de sa chute. Et comme je dis dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidature. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains, passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Puisque son véhicule sera écrasé sur un champ de bataille en 2021, la France viole la Constitution et place son fils à sa place. Ali Bongo est l'héritier de la France-Afrique. Et son père Omar Bongo, encore l'ami de la France, le doyen de la France-Afrique, a dirigé le Gabon d'une main de fer de 1967 jusqu'à sa mort en 2009. Installé au pouvoir par le général de Gaulle et Jacques Foccart, Omar Bongo est considéré comme une des principales figures de la France-Afrique. Sous sa présidence, le Gabon est utilisé pour les opérations militaires secrètes menées par la France en Afrique, comme la livraison par voie aérienne d'armes aux sécessionnistes lors de la guerre du Biafra au Nigeria à la fin des années 60, ou la tentative de coup d'État au Bénin contre le président Mathieu Kérékou en 1976. D'autre part, Omar Bongo permet à des entreprises françaises d'exploiter les ressources gabonaises dans des conditions très favorables. La France, sans le Gabon, est une voiture sans carburant. Et finance de façon occulte des partis politiques français. Je dis que le président Omar Bongo Ondimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française, de gauche comme de droite. Quand Bongo était à l'hôtel Crillon, toute la classe politique française défilait. C'était du cash, ils le mettaient dans des enveloppes ou des valises, et puis on donnait à telle personne qui transmettait à telle autre. Voilà. Omar Bongo est associé à de nombreux scandales financiers et de malversations telles que l'affaire Delphes ou encore l'affaire du bien mal acquis. Sa fortune personnelle est estimée à plusieurs centaines de millions d'euros. Elle comprend des biens immobiliers, des parts dans des sociétés et divers comptes bancaires, notamment à Monaco. À la mort d'Omar Bongo, la France le remplace par son fils Ali Bongo. Compte tenu de la loyauté de son père, à travers une élection frauduleuse de 2009, ses liens avec la France étaient étroits. Lui qui disait vouloir rompre avec la France-Afrique en 2010, Ali Bongo achète l'hôtel de maison pour 100 millions d'euros en France, l'hôtel que la France lui arrachera plus tard sous prétexte de biens mal acquis. Il sera réélu dans les mêmes conditions de fraude en 2016, conduisant à une crise politique colossale.
Sa victoire est contestée par l'opposition dont le principal candidat Jean Ping. En 2018, en Arabie Saoudite, Ali Bongo sera sous l'influence d'AVC qui le met en position de faiblesse et sera victime d'une tentative de coup d'État en 2019. Son rapport avec la France ne va pas trop durer car la France reconnaît qu'il n'a pas été toujours comme son papa. Ali coupe la tête de la figure de la France-Afrique, l'encombrant Monsieur Bourgi. Il m'a écarté. J'ai commencé à traverser le purgatoire. Peut-être que j'ai été un témoin gênant. Il a mis fin au système des mallettes. Du coup, vous n'avez plus de travail? Comment vous dire, c'est un bureau honorable. Je n'ai pas besoin de l'argent d'Ali Bongo Ondimba. Loin de là. Au contraire, je me sens plus riche sur le plan du cœur. En 2023, Ali Bongo annonce sa candidature et fait débloquer des millions de francs pour la campagne. Des valises de cash ont été retrouvées chez le petit-fils Bongo. Le butin a été montré comme des bouquets de fleurs par les putschistes. Il fait couper tous les moyens de communication à la veille du dépouillement des scrutins. Il sera renversé faisant sujet de polémique. To make noise. For the people here have arrested me and my family.